Bonjour Abayomi, bienvenue à la deuxième séance du cours. J'ai appris que vous passez un moment fort instructif avec le professeur Martins lors de la dernière séance. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet important qui est considéré comme le fondement de l'arbitrage international, à savoir la convention d'arbitrage. Cette convention renferme le consentement des parties à régler leurs différends par voie d'arbitrage et est indispensable dans toute procédure de règlement des différends en dehors des tribunaux nationaux. Son importance a conduit certains auteurs à affirmer que le consentement des parties à l'arbitrage, lorsqu'il est assorti de règles appropriées, peut faire de l'arbitrage une procédure autonome, totalement délocalisée et détachée des lois nationales. Merci, professeur Paula. J'ai lu l'article de l'ordonnance intitulé L'arbitrage, un droit en soi. En anglais, Arbitration, allowing to oneself, dans lequel il affirmait que la théorie en faveur de l'autonomie de l'arbitrage irait à l'encontre du concept même du droit. Il a noté que, dans la pratique, les parties qui consentent à l'arbitrage recherchent l'appui des cours nationales pour l'application de la convention d'arbitrage. Il ne voit pas comment un système d'arbitrage reposant essentiellement sur cette assistance peut être considéré comme un ordre juridique distinct. Génial. C'est très impressionnant, Abayomi. Il y a eu un long débat entre l'école française de l'arbitrage international, qui est un point d'ancrage fort pour l'autonomie de l'arbitrage, et l'école de pensée anglaise à laquelle appartient Lord Mance. Toutefois, cette séance ne concerne pas la théorie de l'arbitrage. Revenons donc aux caractéristiques d'une convention d'arbitrage. Comme cela avait été dit à la première séance, il existe deux types de conventions d'arbitrage, la clause compromissoire, prévue dans le contrat principal, qui vise le règlement de litiges futurs entre les parties, et le compromis d'arbitrage qui est signé après la naissance du différend. Aussi une convention d'arbitrage prévoyant un arbitrage international doit prendre en compte certaines exigences. Leur absence peut faire obstacle à la reconnaissance et à l'exécution internationale de la convention d'arbitrage ainsi que de toute sentence rendue en vertu de celle-ci. La convention de New York est pertinente à cet égard. Connaissez-vous la convention de New York ? Oui, professeur. Il a été décrit par M. V.V. Vider comme un texte sacré, séculier de la plus grande portée pratique pour chaque habitant du village planétaire du XXIe siècle. Aujourd'hui ratifié par 160 États parties, le dernier État membre ayant ratifié la Convention est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Convention représente un progrès important dans le règlement des différends transnationaux. Elle a facilité l'expansion du commerce international au cours des 60 dernières années. Merci Abayomi. Conformément à la Convention de New York, chaque État contractant s'engage à reconnaître et à appliquer une convention d'arbitrage lorsque celle-ci satisfait aux exigences énoncées à l'article 2 de la Convention. Premièrement, la Convention est écrite. Deuxièmement, la Convention vise des différends déjà nés ou futurs. Troisièmement, le litige porte sur un rapport de droit déterminé, contractuel ou non. Et quatrièmement, l'accord porte sur un différend susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage. En outre, l'article V1A stipule que les parties à la convention d'arbitrage doivent avoir la capacité juridique en vertu de la loi qui leur est applicable. Merci, professeur Paula. J'ai appris qu'il est possible de s'opposer à l'application d'une convention d'arbitrage au motif qu'elle est inopérante ou non susceptible d'être appliquée. J'ai entendu parler de clauses d'arbitrage pathologiques. Pouvez-vous, s'il vous plaît, apporter plus de précisions sur les clauses pathologiques ? Les clauses pathologiques ont été identifiées par le professeur Frédéric Heisman, qui a souligné les éléments essentiels d'une convention d'arbitrage, à savoir les faits obligatoires pour les parties, l'exclusion de l'intervention des tribunaux nationaux, la reconnaissance aux arbitres des pouvoirs pour régler les différends entre les parties, et la prévision d'une procédure pour assurer l'efficacité et la rapidité d'exécution de la sentence arbitrale. Selon Heisman, une clause d'arbitrage est pathologique lorsqu'elle s'écarte de l'un des 4 éléments ci-dessus. Le caractère pathologique de la clause dépendra de l'ampleur de l'écart par rapport à ces éléments. Heisman a fait remarquer que tout comme le système d'éclairage le plus élaboré sera inutile en cas de panne de l'interrupteur d'alimentation, le système juridique le plus favorable à l'arbitrage ne produira pas de résultat, à moins que la clause d'arbitrage soit correctement rédigée. Récemment, le professeur Gary Born a prononcé une leçon inaugurale à l'Académie africaine du droit de l'arbitrage, Africa Arbitration Academy, à Londres. Dans sa leçon intitulée Le mythe des clauses pathologiques, pallier les imperfections des conventions d'arbitrage, Gary Born a réfuté l'idée largement répandue, selon laquelle les clauses d'arbitrage pathologiques sont irrémédiables et définitivement perdues.
Au contraire, il est d'avis que l'esprit et la lettre de l'article 2 de la Convention de New York sont favorables à un traitement libéral de la question de la validité des conventions d'arbitrage. Je vous conseille de vous procurer une copie de la leçon en question auprès de l'Africa Arbitration Academy et de la lire attentivement. Je le ferai, professeur. Il est également important de noter qu'une clause compromissoire est autonome par rapport au contrat principal, dont elle fait partie intégrante, et en tant que telle, survit à la fin de ce contrat. C'est le concept de séparabilité. Il sera en effet contre-productif si une résolution de contrat principal suffit à priver d'effet la clause d'arbitrage, car c'est l'une des situations pour lesquelles la clause compromissoire a été spécialement prévue. Si la notion de séparabilité a été entérinée par les règles de la plupart des institutions arbitrales, son application varie selon les pays. Ce point nous permet de conclure la séance d'aujourd'hui. J'espère que la séance vous a été utile et bénéfique. Le professeur Martins reviendra pour la prochaine séance. Oui, professeur. Je comprends maintenant l'importance d'une convention d'arbitrage, les éléments formels d'une convention d'arbitrage valide, les concepts de clause pathologique et de séparabilité. Plus particulièrement, j'ai noté la nouvelle idée du professeur Gary Bourne sur les clauses pathologiques. Merci, professeur, d'avoir pris le temps de donner ce cours. Merci Abayomi. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Oui, professeur. Nous nous reverrons à la prochaine séance. Suivez les prochaines séances du cours sur le droit de l'arbitrage international. Cette initiative est développée par Abayomi Okulbot, pour enseigner au public les fondamentaux de l'arbitrage international. Il existe également d'autres séries de cours sur le financement de l'arbitrage international et sur la théorie juridique de l'arbitrage international.